En 1793, dans l'ombre glacée de la conciergerie, Marie-Antoinette attendait son destin. Les chaînes cliquetaient dans l'obscurité. L'odeur âcre de la fumée flottait dans l'air. Sous la lueur tremblante des torches, que cachait son regard? Les cris de la foule révolutionnaire déchiraient le silence, tandis que la lame de la guillotine scintillait sous un ciel d'octobre. Quel mystère emporta-t-elle dans son dernier souffle? Était-ce un secret d'amour, de trahison ou de rédemption? Chaque seconde de ces dernières 24 heures révèle une vérité oubliée, un drame poignant. Plongé dans les dernières 24 heures de Marie-Antoinette avant la guillotine, où drame et mystère se dévoilent. En 1793, dans une cellule humide de la conciergerie, Marie-Antoinette était seule. Pourquoi ce silence face à la mort? Le vent sifflait à travers les barreaux rouillés, portant l'odeur fétide de l'humidité et de la peur. Envisionnez-vous dans les ruelles sombres de Paris, où les cris de la foule révolutionnaire résonnent comme un tambour funèbre. La lumière blafarde d'une chandelle vacillait, projetant des ombres dansantes sur les murs de pierre. Marie-Antoinette, jadis reine de France, n'était plus qu'une prisonnière, ses robes de soie remplacées par une chemise usée. Ses cheveux, autrefois parés de plumes et de diamants, étaient coupés courts, ternes sous la lueur de la lune. Dans cette cellule, le 15 octobre 1793, à l'aube de ses dernières 24 heures, elle attendait son procès. Selon les mémoires de Madame Roland, la reine déchue gardait une dignité étrange, presque surnaturelle. Elle ne pleurait pas, elle ne parlait pas, écrivait Madame Roland, témoin indirect de ces moments. Était-ce du courage, de la résignation, ou un secret plus profond, enfoui dans son cœur? Une analyse psychologique moderne suggère que ce silence pouvait refléter un état de dissociation, un mécanisme de défense face à l'inéluctabilité de la guillotine. Le décor de la conciergerie était oppressant. Les murs suintaient d'humidité, l'odeur de moisi envahissait l'air, et le cliquetis des chaînes des autres prisonniers résonnait comme un écho de l'enfer. Paris, en cet automne 1793, vibrait d'une fureur révolutionnaire. Les pavés des rues étaient tachés de sang, et les cloches de Notre-Dame sonnaient lugubrement. Marie-Antoinette savait-elle que son procès serait une mascarade? Les accusations, trahison, conspiration, même inceste, étaient des armes forgées pour la détruire. Pourtant, dans cette obscurité, elle écrivait. Une plume grattait le papier sous la lumière tremblante. Une lettre, peut-être à sa belle-sœur Élisabeth, révélait ses pensées intimes. « Je ne crains pas la mort », aurait-elle murmuré, selon des témoignages rapportés par l'historien Pierre de Nolhac. Mais que cachait-elle vraiment? Envisionnez-vous à ses côtés, entendant le craquement du plancher sous les pas des gardes. Que ressentait-elle, sachant que chaque minute la rapprochait de l'échafaud? Mais un mystère plus grand se dessinait dans ses dernières paroles. En 1793, dans une salle éclairée par des torches, Marie-Antoinette affrontait ses accusateurs. Pourquoi restait-elle muette face à leur rage? Le crépitement des flammes résonnait dans la salle du tribunal révolutionnaire, où l'odeur âcre de la cire fondue se mêlait à celle de la foule en sueur. Envisionnez-vous dans ce théâtre de justice où les ombres des juges dansaient sur les murs de pierre, sous un ciel parisien lourd de nuages. Le 15 octobre 1793, à midi, Marie-Antoinette, ancienne reine de France, se tenait droite, ses mains liées par des cordes rugueuses, face à un tribunal décidé à la condamner. Les cloches de la ville sonnaient au loin, comme un glas annonçant son sort. Selon les mémoires de Madame Roland, la reine affichait une dignité presque irréelle. Elle semblait regarder ses juges comme des insectes, sans crainte ni colère.
Était-ce une force intérieure, un mépris aristocratique ou un état de détachement face à l'inévitable? Une analyse psychologique moderne pourrait interpréter cette attitude comme une forme de résilience traumatique, où l'esprit se protège en se retirant dans une forteresse intérieure. Pourtant, sous ce masque de calme, son cœur battait-il encore d'espoir? Ou savait-elle que ce procès n'était qu'une mise en scène macabre? La salle du tribunal, située dans l'enceinte de la conciergerie, était un lieu sinistre. Les hautes fenêtres laissaient filtrer une lumière grise, tandis que les bancs de bois craquaient sous le poids des spectateurs assoiffés de vengeance. Les accusations pleuvaient. Trahison contre la Révolution, collusion avec l'Autriche, dilapidation des finances royales. La plus infâme, rapportée par l'historien Jules Michelet dans Histoire de la Révolution française, était celle d'inceste avec son fils, le jeune Louis-Charles. Cette calomnie, lancée par Hébert, visait à briser son image de mère et de reine. Marie-Antoinette, pour la première fois, brisa son silence. « J'en appelle à toutes les mères », s'écria-t-elle, sa voix tremblante de douleur mais ferme. Ce cri, noté dans les archives du procès, résonna dans la salle, faisant vaciller certains spectateurs. Envisionnez-vous parmi eux, entendant l'écho de sa voix, un mélange de désespoir et de défi. Le président du tribunal, Hermann, frappait son marteau, exigeant l'ordre. Les chaînes de la reine cliquetaient légèrement à chacun de ses mouvements, un rappel constant de sa captivité. L'odeur de la foule, un mélange de tabac, de sueur et de vin bon marché, emplissait l'air, tandis que dehors, les cris des révolutionnaires s'élevaient, réclamant sa tête. Paris, en cet automne 1793, était une ville en ébullition, où la guillotine trônait comme une idole sanglante. Selon les témoignages de l'époque rapportés par Pierre de Nolac, la reine savait que ce procès n'était pas une quête de justice, mais un rituel pour légitimer son exécution. Pourtant, elle refusait de s'abaisser à supplier. Que pensait-elle en cet instant? Une analyse immédicale pourrait suggérer que son pouls accéléré et ses mains glacées trahissaient une lutte intérieure entre peur et résolution. Elle n'avait ni avocat digne de ce nom, ni véritable chance de défense. Les questions des juges, cinglantes et biaisées, étaient conçues pour la piéger. « Avez-vous conspiré contre la France ?» demandait Fouquier-Tinville, le procureur. Son silence, parfois, était sa seule réponse, comme si elle refusait de donner à ses bourreaux la satisfaction d'une confession. Mais dans ce silence, se cachait-il un secret? Une lettre? Un plan? Une dernière pensée pour ses enfants? Envisionnez-vous dans ses yeux, scrutant la foule haineuse, cherchant peut-être un visage amical, un souvenir de Versailles, où elle dansait jadis sous des lustres scintillants. Le procès avançait, implacable. Chaque accusation était un clou enfoncé dans son destin. Pourtant, dans cette salle oppressante, sous la lueur vacillante des torches, Marie-Antoinette semblait parfois ailleurs, comme si son esprit s'échappait vers un passé révolu. Était-elle à Trianon, courant dans les jardins avec ses enfants? Ou revivait-elle les jours fastueux de la cour, avant que la Révolution ne vienne tout balayer? Les historiens, comme Antonia Fraser, notent qu'elle conservait une étrange sérénité, comme si elle avait accepté l'inéluctable. Mais ce calme masquait-il une vérité plus profonde, un mystère qu'elle emporterait dans la tombe? Alors que le soir tombait, la lumière dans la salle s'assombrissait et les ombres s'allongeaient. Le vent, s'infiltrant par les fenêtres, portait l'odeur de la pluie et du sang séché des exécutions précédentes. Les spectateurs murmuraient, les juges conféraient, et le marteau d'Hermann retentissait à nouveau, annonçant la fin de la session.
Marie-Antoinette fut ramenée dans sa cellule, ses pas résonnant sur les dalles humides. Que pensait-elle en regagnant l'obscurité? Savait-elle que la sentence était déjà écrite? Envisionnez-vous suivant ses pas, entendant le cliquetis des clés du geôlier, sentant l'humidité glaciale de la conciergerie. Mais dans l'ombre de sa cellule, une pensée secrète germait. En 1793, sous la lueur pâle d'une chandelle, Marie-Antoinette veillait dans sa cellule. Que murmurait-elle dans l'obscurité? Le vent hurlait à travers les barreaux de la conciergerie, portant l'odeur âcre de la Seine et des feux lointains de Paris. Envisionnez-vous dans cette cellule glaciale, où le craquement du plancher sous les pas des gardes brisait le silence oppressant. La nuit du 15 au 16 octobre 1793 enveloppait Marie-Antoinette, dernière reine de France, dans une solitude pesante. Une chandelle, presque consumée, projetait une lumière tremblante sur les murs humides, où des ombres semblaient danser comme des spectres du passé. Ses cheveux courts, désormais grisâtres, frôlaient son visage émacié, et ses mains, jadis parées de bagues, serraient un morceau de papier froissé. Dans ces heures sombres, que pensait-elle? Selon les mémoires de Rosalie Lamorlière, sa dernière servante à la conciergerie, la reine demanda une plume et du papier pour écrire une lettre à sa belle-sœur, Madame Élisabeth. « Je n'ai plus d'espoir », aurait-elle murmuré, sa voix à peine audible dans le silence. Pourtant, cette lettre, conservée dans les archives historiques et étudiée par l'historien Pierre de Nolac, ne fut jamais livrée. Était-ce un adieu à ses enfants, une confession, ou un secret destiné à rester caché? Une analyse psychologique suggère que cette écriture frénétique, sous la pression de la mort imminente, pourrait refléter un besoin de laisser une trace, un ultime acte de contrôle dans un monde où elle n'avait plus de pouvoir. La conciergerie, cette forteresse médiévale transformée en prison, était un lieu de désolation. L'odeur de moisie et de paille pourrie emplissait l'air, tandis que le cliquetis des chaînes des autres prisonniers résonnait dans les couloirs. Dehors, Paris dormait à peine, agité par les murmures de la Révolution. Les cloches de Saint-Germain-des-Prés sonnaient minuit, comme un rappel du temps qui s'égrenait. Envisionnez-vous à ses côtés, entendant le souffle rauque de sa respiration, sentant l'humidité glaciale qui transperçait ses vêtements usés. Marie-Antoinette, jadis entourée de courtisans, était désormais seule avec ses pensées. Ses souvenirs, peut-être, la ramenaient à Versailles. Là-bas, sous les lustres scintillants, elle dansait lors des bals somptueux, riait avec ses amis, comme la princesse de Lamballe, dont le sort tragique la hantait sans doute. Selon Antonia Fraser, dans sa biographie Marie-Antoinette, The Journey, la reine avait toujours cherché à fuir les contraintes de la cour dans son petit Trianon, un refuge de simplicité. Mais cette nuit, aucun refuge n'existait. Était-elle tourmentée par la pensée de ses enfants, Louis-Charles et Marie-Thérèse, arrachés à ses bras? Une analyse médicale pourrait indiquer que son insomnie, rapportée par Rosalie, était le signe d'un stress extrême, son corps luttant contre l'épuisement physique et émotionnel. Un bruit soudain brisa ses pensées, le grincement de la porte de sa cellule. Un garde, silhouette massive dans l'obscurité, déposa un plateau avec un peu de pain sec et un bouillon clair. « Mangez, citoyenne Capet », grommela-t-il, utilisant le nom révolutionnaire qui effaçait son titre royal. Elle toucha à peine la nourriture, ses yeux fixant le vide. Envisionnez-vous, observant ce moment, sentant l'odeur fade du bouillon, entendant le claquement des bottes du garde s'éloignant. Pourquoi refusait-elle de se nourrir? Était-ce un acte de défi, ou son corps, déjà affaibli, rejetait-il toute sustenance? Dans cette nuit interminable,
Marie-Antoinette semblait osciller entre résignation et rébellion. Les historiens, comme Simone Berthière, notent qu'elle pria à plusieurs reprises, ses lèvres murmurant des psaumes appris dans son enfance autrichienne. Était-ce une quête de rédemption? Une tentative de trouver du sens dans sa chute vertigineuse? La lumière vacillante de la chandelle projetait son ombre sur le mur, comme une silhouette d'un passé glorieux désormais réduit à néant. Selon les témoignages de l'époque, elle demanda à Rosalie si elle pourrait voir le soleil une dernière fois. Cette requête, poignante dans sa simplicité, révélait-elle un désir de lumière, de vie ou une acceptation de l'inéluctable? Le froid de la cellule mordait ses os. Elle ajusta la couverture usée sur ses épaules, un geste presque mécanique. Dehors, une pluie fine commençait à tomber, son murmure se mêlant aux cris lointains des sentinelles. Envisionnez-vous entendant ces gouttes, comme des larmes du ciel, tombant sur les pavés de Paris. Marie-Antoinette, dans ce silence entrecoupé, écrivait toujours. Sa plume grattait le papier, chaque mot un effort contre l'oubli. Que voulait-elle transmettre? Une vérité sur la Révolution? Un message d'amour à ses enfants? Ou un secret si lourd qu'il ne pouvait être révélé? Alors que l'aube approchait, un coq chanta au loin, un son incongru dans cette ville en proie à la fureur. La chandelle s'éteignit, plongeant la cellule dans une obscurité presque totale, seulement percée par un rayon de lune filtrant à travers les barreaux. Marie-Antoinette posa sa plume. Ses yeux, fatigués mais vifs, semblaient scruter l'invisible. Était-elle prête à affronter la guillotine? Ou un dernier espoir, aussi fragile soit-il, persistait-il dans son cœur? Mais à l'aube, un visiteur inattendu apporta une révélation. À l'aube du 16 octobre 1793, un visiteur mystérieux s'approcha de la cellule de Marie-Antoinette. Que lui chuchota-t-il? Le ciel de Paris, encore voilé par les ombres de la nuit, laissait percer une lueur pâle, comme un linceul d'argent. Envisionnez-vous dans les couloirs humides de la conciergerie, où l'odeur de la paille mouillée et du métal rouillé emplissait l'air. Le cliquetis des clés d'un geôlier résonnait, accompagné du craquement des bottes sur les dalles glissantes. Marie-Antoinette, assise dans sa cellule, releva la tête, ses yeux fatigués scrutant l'obscurité. À l'aube de son dernier jour, le 16 octobre 1793, un événement inattendu troubla le silence oppressant. Une silhouette encapuchonnée apparut à la porte de sa cellule. Selon les mémoires de Rosalie Lamorlière, la servante qui assista la reine dans ses dernières heures, un homme, peut-être un prêtre ou un ancien fidèle de la cour, demanda à s'entretenir avec elle. Son identité reste un mystère, car les archives, comme celles étudiées par l'historien Pierre de Nolac, ne mentionnent qu'un bref échange, à peine audible. Était-ce un message de compassion? Une tentative désespérée de lui offrir un secours spirituel? Ou un secret lié à la famille royale, destiné à être emporté dans la tombe? Une analyse psychologique pourrait suggérer que cet instant, si fugace soit-il, raviva en elle un mélange d'espoir et de douleur, comme une flamme vacillante dans un vent glacial. La cellule, baignée par un rayon de lumière grisâtre filtrant à travers les barreaux, semblait plus froide encore à l'aube. L'odeur de la cire éteinte de la chandelle de la veille flottait encore, mêlée à celle de la pluie qui avait cessé. Envisionnez-vous là, entendant le murmure étouffé des voix, le souffle court de la reine tandis qu'elle écoutait son visiteur. Marie-Antoinette, dont les mains tremblaient légèrement, ajusta sa coiffe de lin blanc, un dernier geste de dignité. Selon Antonia Fraser, dans Marie-Antoinette, The Journey, elle demanda à Rosalie de l'aider à se préparer,
comme si elle voulait affronter son destin avec une apparence soignée, fidèle à son passé royal. Le visiteur chuchota quelques mots, puis disparut aussi vite qu'il était venu, laissant la reine seule avec ses pensées. Que lui avait-il dit? Les historiens spéculent, peut-être une nouvelle de ses enfants, prisonniers au temple, ou une promesse de prière pour son âme. Certains, comme Simone Berthière, suggèrent qu'il pourrait s'agir d'un prêtre non-jureur, risquant sa vie pour offrir un dernier sacrement. Mais aucun document ne confirme cette hypothèse, laissant planer un voile de mystère. Envisionnez-vous scrutant son visage, où une larme peut-être brilla un instant avant d'être essuyée. L'aube avançait, et avec elle, l'heure fatidique. Les gardes vinrent chercher Marie-Antoinette pour la conduire à la charrette qui l'emmènerait à l'échafaud. Le bruit des chaînes cliqueta dans le silence, chaque pas résonnant comme un compte à rebours. Dehors, Paris s'éveillait sous un ciel lourd, l'odeur de la boue et du pain frais se mêlant aux cris des marchands ambulants. La foule, déjà rassemblée près de la place de la Révolution, murmurait avec une ferveur mêlée de haine et de curiosité. Selon les témoignages rapportés par Jules Michelet, la reine monta dans la charrette avec une dignité qui frappa même ses ennemis. Mais que ressentait-elle en cet instant? Une analyse médicale pourrait indiquer que son pouls accéléré et sa respiration courte trahissaient un combat intérieur, son corps luttant contre la terreur instinctive de la mort. La charrette, un véhicule grossier, grinçait sous son poids. Envisionnez-vous, suivant son trajet à travers les rues étroites de Paris, où les pavés glissants reflétèrent la lumière blafarde du matin. Les cris de la foule, « À la guillotine !» perçaient l'air, accompagnés par le son lointain des tambours révolutionnaires. Marie-Antoinette, assise droite, fixait l'horizon, ses yeux évitant les visages hostiles. Était-elle en train de revivre un souvenir? Peut-être celui de son arrivée en France, jeune archiduchesse autrichienne, accueillie par des vivats, ou celui de ses enfants jouant dans les jardins de Trianon. Selon les mémoires de Madame Roland, elle garda un silence presque surnaturel, comme si elle s'était retirée dans un monde intérieur où la foule ne pouvait l'atteindre. Le trajet vers la place de la Révolution était lent, ponctué par les secousses de la charrette et les injures des spectateurs. Une odeur de fumée flottait dans l'air, venant des feux allumés par les sans-culottes pour se réchauffer. La lumière du soleil, à peine visible à travers les nuages, éclairait faiblement la guillotine, dressée comme une silhouette menaçante au bout du chemin. Envisionnez-vous parmi la foule, entendant les chuchotements, les rires cruels, et parfois un silence respectueux de ceux qui, malgré tout, voyaient en elle une femme confrontée à un sort tragique. Marie-Antoinette, dans ses derniers instants en mouvement, semblait détachée, presque irréelle. Était-ce une force intérieure, forgée par des années de critique et de solitude, ou une dissociation, comme le suggèrent les psychologues modernes, face à l'horreur imminente? Les historiens notent qu'elle ajusta sa coiffe une dernière fois, un geste dérisoire mais poignant, comme si elle voulait préserver une trace de son identité royale. Le bourreau, Charles-Henri Sanson, l'attendait déjà, sa silhouette massive se découpant contre le ciel gris. Que pensait-elle en voyant la lame scintiller? Un secret, peut-être confié par son visiteur mystérieux, pesait-il encore sur son cœur? Mais face à la guillotine, une dernière pensée la fit trembler. Le 16 octobre 1793, sous un ciel gris de Paris, Marie-Antoinette regardait la guillotine. Quelle pensée traversait son esprit? Le grondement de la foule emplissait la place de la Révolution, où l'odeur âcre de la sueur et de la boue se mêlait à celle des feux allumés par les spectateurs. Envisionnez-vous au cœur de ce tumulte,
où les cris de « mort à l'Autrichienne » résonnaient comme un chant funèbre. La lumière froide du matin, filtrée par des nuages lourds, éclairait la silhouette sinistre de la guillotine, dressée telle une sentinelle implacable. Marie-Antoinette, descendue de la charrette, posait ses pieds sur les pavés glissants, ses mains liées dans le dos, son visage pâle mais composé. À 12h15, le 16 octobre 1793, elle se tenait à l'orée de son destin. Selon les témoignages rapportés par Charles-Henri Sanson, le bourreau lui-même, dans ses mémoires, la reine monta les marches de l'échafaud, avec une dignité qui troubla même les plus ardents révolutionnaires. « Elle n'a pas tremblé », écrivit-il, notant son regard fixe, presque détaché. Était-ce une force intérieure, forgée par des années de critique et de solitude, ou une forme de dissociation psychologique, comme le suggèrent les experts modernes, où l'esprit se retranche face à l'horreur imminente? Envisionnez-vous à ses côtés, entendant le craquement des planches sous ses pas, sentant l'humidité glaciale de l'air automnal. Que voyait-elle dans ces derniers instants? Un éclat de lumière sur la lame? Un souvenir de ses enfants? Ou un secret qu'elle emporterait dans l'éternité? La place de la Révolution, anciennement place Louis XV, était un théâtre de mort. Les pavés, tachés de sang séché, reflétaient la lumière pâle du soleil. L'odeur de la foule, un mélange de tabac, de vin et de colère, saturait l'atmosphère, tandis que le roulement des tambours révolutionnaires scandait l'approche de l'exécution. Selon l'historien Jules Michelet, dans Histoire de la Révolution française, la reine, surnommée l'Autrichienne par ses ennemis, restait un symbole de l'Ancien Régime, et sa mort devait sceller la victoire du peuple. Mais dans ce moment ultime, Marie-Antoinette n'était plus une reine, ni une ennemie, mais une femme face à la mort. Le bourreau Sanson, vêtu de noir, ajusta les cordes qui liaient ses mains. Un incident, rapporté dans les archives et par Antonia Fraser, marqua cet instant. En montant sur l'échafaud, elle marcha accidentellement sur le pied de Sanson. « Pardon, monsieur, je ne l'ai pas fait exprès », murmura-t-elle, selon son témoignage. Ces mots, d'une politesse presque absurde dans un tel contexte, révélèrent une humanité poignante. Était-ce un réflexe de son éducation aristocratique? Ou une ultime tentative de préserver sa dignité? Une analyse psychologique pourrait suggérer que ce geste, si trivial, était une façon de reprendre un semblant de contrôle face à l'inéluctable. Envisionnez-vous parmi la foule, observant son regard balayer l'horizon. Les visages hurlants, les poings levés, les enfants juchés sur les épaules de leurs parents, formaient une mer de haine et de curiosité. Pourtant, quelques spectateurs, selon les récits de l'époque, baissèrent les yeux, touchés par sa solitude. Que pensait-elle en voyant cette foule? Revivait-elle les jours fastueux de Versailles où les applaudissements remplaçaient les insultes? Ou pensait-elle à ses enfants, Louis-Charles et Marie-Thérèse, emprisonnés au Temple, dont le sort restait incertain? Les historiens, comme Simone Berthière, notent qu'elle avait écrit une lettre à Madame Élisabeth, sa belle-sœur, dans la nuit. Mais cette lettre, jamais livrée, contenait-elle un message pour ses enfants, un secret d'État ou une simple prière? Le vent soufflait, faisant frémir sa coiffe de lin blanc, désormais son seul ornement. L'odeur métallique de la guillotine, mêlée à celle du bois humide de l'échafaud, emplissait l'air. Envisionnez-vous, entendant le cliquetis de la lame, testé par un assistant du bourreau, un son qui glaçait le sang. Marie-Antoinette s'agenouilla, suivant les instructions de Sanson. Ses lèvres bougèrent légèrement, murmurant peut-être une prière, comme l'indiquent les témoignages rapportés par Pierre de Nolac. Était-elle en paix avec son destin?
Ou luttait-elle encore, dans son fort intérieur, contre l'injustice de sa chute? Le silence se fit soudain dans la foule. Un instant suspendu, où même les plus virulents retinrent leur souffle. La lame, suspendue au-dessus de sa tête, scintilla dans la lumière terne. Selon les mémoires de Madame Roland, certains spectateurs affirmèrent avoir vu un éclat de défi dans ses yeux, comme si elle refusait de donner à la Révolution la satisfaction de sa peur. Une analyse médicale pourrait indiquer que son corps, épuisé par des mois d'emprisonnement, était dans un état de choc, son cœur battant à tout rompre tandis que son esprit s'accrochait à une dernière pensée. Était-ce son fils, dont on l'avait accusé d'un crime odieux? Était-ce un regret pour les fastes de la cour? Ou un secret, murmuré par le visiteur mystérieux de l'aube, qu'elle emportait avec elle? Le tambour roula une dernière fois. La lame s'abattit avec un sifflement, suivi d'un choc sourd. La foule explosa en cris, certains de triomphe, d'autres d'horreur. Envisionnez-vous là, entendant ce son terrible, voyant la tête de Marie-Antoinette, jadis couronnée, brandie par Samson pour la foule. L'odeur du sang frais se répandit, mêlée à celle de la poussière soulevée par les spectateurs en liesse. Mais dans ce chaos, un mystère persistait. Qu'avait-elle voulu dire dans sa lettre inachevée? Quelle vérité avait-elle emportée dans la mort? Mais une lettre oubliée, découverte des siècles plus tard, révélait un secret. Après la chute de la lame, en 1793, une lettre secrète de Marie-Antoinette disparut. Que cachait-elle dans ses derniers pose-mots? Le vent d'octobre balayait la place de la Révolution, emportant l'odeur métallique du sang et les cris de la foule encore frémissante. Envisionnez-vous parmi les spectateurs, leurs visages mêlant triomphe, effroi et murmure, tandis que la silhouette de la guillotine se dressait, immobile, sous un ciel gris. Le 16 octobre 1793, à 12h15, Marie-Antoinette venait de s'éteindre. Mais son histoire ne s'arrêtait pas là. Dans l'ombre de la conciergerie, une lettre écrite dans la nuit restait introuvable. Un mystère qui entrait les siècles. Quel secret cette reine déchue avait-elle tenté de transmettre avant que la lame ne tranche son destin? Selon les mémoires de Rosalie Lamorlière, la servante qui accompagna la reine dans ses dernières heures, Marie-Antoinette avait griffonné cette lettre à la lueur d'une chandelle, ses doigts tremblants traçant des mots dans l'urgence. Destinée à Madame Élisabeth, sa belle-sœur, elle ne fut jamais remise. Les archives, étudiées par l'historien Pierre de Nolhac, confirment que ce document fut saisi par les autorités révolutionnaires et conservé dans un coffre scellé. Mais son contenu, partiellement révélé des décennies plus tard, reste entouré d'énigmes. Était-ce un adieu à ses enfants? Une défense de son honneur face aux accusations du procès? Ou un secret d'État lié à des tractations avec l'Autriche? Envisionnez-vous dans les archives poussiéreuses, sentant l'odeur de vieux parchemins, entendant le craquement des planchers sous les pas des gardiens. La conciergerie, après l'exécution, semblait figée dans un silence oppressant. L'odeur d'humidité et de cire éteinte persistait dans la cellule vide de la reine. Les chaînes, désormais inutiles, gisaient sur le sol, leur cliquetis remplacé par le murmure des geôliers discutant à voix basse. Paris, en cet après-midi d'octobre, vibrait encore de l'écho de la guillotine. Selon Jules Michelet, dans l'histoire de la Révolution française, la mort de Marie-Antoinette ne mit pas fin à la fureur révolutionnaire. Mais elle marqua un tournant. La reine, symbole de l'Ancien Régime, était devenue une martyre pour certains, une traîtresse pour d'autres. Mais que savait-elle, dans ces dernières heures, qui aurait pu changer la perception de son règne? La lettre, selon les historiens comme Antonia Fraser, contenait des mots d'amour pour ses enfants, Louis-Charles et Marie-Thérèse, emprisonnés au Temple.
Mes enfants, je vous confie à Dieu, aurait-elle écrit, selon une transcription partielle retrouvée au XIXe siècle. Mais des rumeurs, rapportées dans les mémoires de Madame Roland, suggèrent qu'elle mentionnait également un secret douloureux, peut-être lié à des négociations secrètes avec des puissances étrangères pour sauver la monarchie. Une analyse psychologique moderne pourrait interpréter cette lettre comme un ultime acte de catharsis, un moyen de donner un sens à sa vie brisée par la Révolution. Envisionnez-vous, tenant ce fragile morceau de papier, ces lignes tremblantes révélant une âme en lutte contre l'oubli. Mais où était cette lettre après l'exécution? Les archives indiquent qu'elle fut confiée à Robespierre, puis perdue dans le chaos des années suivantes. Certains, comme Simone Berthière, spéculent qu'elle fut délibérément détruite pour éviter qu'un message royal ne galvanise les contre-révolutionnaires. D'autres croient qu'elle fut cachée, peut-être par un sympathisant royaliste infiltré parmi les révolutionnaires. Envisionnez-vous dans les ruelles sombres de Paris, où des espions murmuraient des secrets, leur cape frôlée par le vent glacé d'octobre. L'odeur de la fumée des tavernes et le son des cloches au loin accompagnaient ces intrigues, tandis que la lettre de Marie-Antoinette devenait une légende. La foule, après l'exécution, s'était dispersée, laissant la place de la Révolution presque déserte. L'odeur du sang séché persistait, mêlée à celle de la pluie fine qui commençait à tomber. Les tambours s'étaient tus, mais les murmures continuaient. Certains pleuraient la reine, d'autres la maudissaient. Selon les témoignages de l'époque, rapportés par Pierre de Nolhac, une femme dans la foule aurait crié « Elle n'était pas si mauvaise ». Était-ce un élan de compassion tardif? Ou une reconnaissance de l'humanité de Marie-Antoinette, si souvent dépeinte comme une ennemie du peuple? Une analyse sociologique pourrait suggérer que sa mort, loin de renforcer l'unité révolutionnaire, sema des graines de doute parmi ceux qui voyaient en elle une mère et une femme, plus qu'une reine. Dans les jours qui suivirent, le mystère de la lettre s'amplifia. Des rumeurs circulaient. Certains affirmaient qu'elle contenait des instructions pour une contre-révolution. D'autres qu'elle révélait une vérité sur les accusations d'inceste lancées lors du procès. Envisionnez-vous dans un salon clandestin de royalistes, où des chandelles vacillantes éclairaient des visages tendus, discutant à voix basse de cette relique perdue. L'odeur du vin et du tabac emplissait l'air, tandis que le craquement des chaises trahissait l'angoisse des conspirateurs. Marie-Antoinette, même morte, continuait d'inspirer fascination et controverse. Des siècles plus tard, en 1816, une partie de la lettre fut retrouvée dans les archives de la Restauration, mais des pages manquaient. Les historiens, comme Stefan Zweig dans Marie-Antoinette, Portrait d'une reine, notent que les mots conservés exprimaient un amour profond pour ses enfants et une acceptation de son sort. Je meurs innocente des crimes dont on m'accuse. Mais les fragments absents alimentent encore les spéculations. Était-ce une confession sur ses erreurs passées? Un message codé pour des alliés en exil? Ou simplement un cri du cœur d'une mère déchirée? Envisionnez-vous lisant ces lignes, sentant le poids des siècles dans chaque mot, entendant l'écho de sa voix dans le silence. Mais un autre mystère, lié à ses enfants, allait émerger des cendres. Après la mort de Marie-Antoinette en 1793, que devinrent ses enfants? Un mystère plus sombre enveloppait leur sort. Le vent d'octobre sifflait dans les ruelles de Paris, portant l'odeur âcre de la fumée et des feuilles mortes. Envisionnez-vous dans l'ombre lugubre du Temple, la prison où les enfants de Marie-Antoinette, Louis-Charles et Marie-Thérèse languissaient, orphelins d'une mère décapitée. Le 16 octobre 1793, alors que la guillotine venait de trancher le fil de la vie de la reine,
un autre drame se jouait dans le silence de cette forteresse. Les cloches de la ville, sonnant au loin, semblaient pleurer, tandis que le craquement des portes de fer résonnait dans les couloirs. Quel sort attendait les derniers Bourbons? Et quel secret la reine avait-elle tenté de leur transmettre? Selon les mémoires de Madame Roland, Marie-Antoinette, dans sa dernière lettre, avait écrit des mots d'amour pour ses enfants, Louis-Charles, le dauphin, et Marie-Thérèse, sa fille aînée. Cette lettre, jamais remise à Madame Élisabeth, contenait peut-être des instructions pour leur protection ou un adieu déchirant. Mais les archives, étudiées par l'historien Pierre de Nolhac, révèlent que les révolutionnaires, déterminés à effacer la lignée royale, isolèrent les enfants dans des conditions inhumaines. Envisionnez-vous dans la tour du Temple, sentant l'humidité des murs, entendant les sanglots étouffés de Marie-Thérèse, seule dans sa cellule. Louis-Charles, âgé de seulement 8 ans, était-il déjà brisé par les accusations monstrueuses portées contre sa mère lors du procès? Le Temple, une prison médiévale aux murs épais, était un lieu de désolation. L'odeur de moisie et de paille pourrie emplissait l'air, tandis que la lumière, filtrée par d'étroites fenêtres, projetait des ombres sinistres. Selon Antonia Fraser, dans Marie-Antoinette, The Journey, Marie-Thérèse, alors adolescente, conserva un journal secret où elle décrivit sa solitude et son désespoir. « Ma mère est partie et je suis seule au monde », écrivit-elle, des mots qui trahissent une douleur insondable. Une analyse psychologique moderne pourrait suggérer que cette jeune fille, confrontée à la perte brutale de sa mère, développa une résilience extraordinaire, mais au prix d'un traumatisme profond. Envisionnez-vous lisant ces lignes, sentant le poids de son chagrin, entendant le grincement des gonds dans l'obscurité. Louis-Charles, surnommé Louis XVII par les royalistes, connut un destin encore plus tragique. Les récits de l'époque, rapportés par Simone Berthière, indiquent qu'il fut soumis à un traitement cruel par ses geôliers, notamment Simon, un cordonnier révolutionnaire chargé de sa rééducation. Battu, mal nourri et forcé de témoigner contre sa mère lors du procès, le jeune dauphin sombra dans un état de détresse physique et mentale. Une analyse médicale rétrospective suggère qu'il souffrait de malnutrition et de troubles psychologiques, peut-être une forme de stress post-traumatique. Envisionnez-vous dans sa cellule exiguë, entendant ses murmures apeurés, sentant l'odeur fétide de la paille où il dormait. Savait-il que sa mère avait tenté de lui écrire une dernière fois? Ou son esprit, brisé par la cruauté, s'était-il déjà éteint? Le mystère de la lettre de Marie-Antoinette prenait une nouvelle dimension dans ce contexte. Selon Jules Michelet, dans Histoire de la Révolution française, des rumeurs circulaient parmi les royalistes exilés. La reine aurait confié un message codé à un fidèle, peut-être le visiteur mystérieux de l'aube, pour assurer la survie de ses enfants. Ce message, s'il existait, aurait pu contenir des instructions pour une fuite, ou un appel à l'Autriche, sa patrie natale, pour intervenir. Mais les révolutionnaires, vigilants, veillaient à ce que nul secours ne parvienne aux jeunes Bourbons. Envisionnez-vous dans une taverne clandestine, où des royalistes murmuraient autour d'une chandelle vacillante, l'odeur du vin et du tabac masquant leur peur. Un secret, peut-être lié à cette lettre, alimentait leurs espoirs fragiles. Marie-Thérèse, la seule survivante de la famille royale immédiate, fut libérée en 1795 et exilée en Autriche. Mais son frère, Louis-Charles, mourut officiellement en juin 1795 dans des circonstances troubles. Les archives officielles affirment qu'il succomba à une maladie, probablement la tuberculose, mais des théories relayées par Stefan Zweig dans Marie-Antoinette. Portrait d'une reine
suggèrent un possible empoisonnement ou une substitution. Des imposteurs, au fil des décennies, revendiquèrent être le dauphin perdu, alimentant un mythe qui persiste encore. Était-il possible que Marie-Antoinette, dans sa lettre, ait laissé des indices sur un plan pour sauver son fils? Envisionnez-vous, scrutant les archives, cherchant un fragment de vérité dans les pages jaunies, entendant l'écho des rumeurs qui traversaient les siècles. Paris, après l'exécution de la reine, semblait tourner une page, mais le sort de ses enfants continuait de hanter les consciences. Les cloches de Notre-Dame, sonnant pour d'autres exécutions, semblaient rappeler que la Révolution dévorait même les innocents. L'odeur de la pluie et du sang séché flottait encore dans les rues, tandis que les royalistes, tapis dans l'ombre, rêvaient de restaurer la monarchie. Selon Pierre de Nolhac, certains affirmèrent que la lettre de Marie-Antoinette, si elle avait été livrée, aurait pu changer le cours de l'histoire. Mais ce document, partiellement retrouvé en 1816 lors de la Restauration, restait incomplet, ses pages manquantes nourrissant les spéculations. Était-ce un simple adieu ou un testament politique? Envisionnez-vous dans une bibliothèque silencieuse, des siècles plus tard, tenant une copie de cette lettre, ces mots à peine lisibles sous l'encre fanée. « Mes enfants, vivez pour l'honneur », écrivait-elle selon les fragments conservés. Mais que signifiait cet honneur pour une reine déchue, dont le nom était devenu synonyme de trahison? Une analyse sociologique pourrait suggérer que Marie-Antoinette, même dans la mort, cherchait à transmettre un héritage moral à ses enfants. Une lueur d'espoir dans un monde en proie à la haine. Mais le mystère de Louis-Charles, le dauphin perdu, et les pages disparues de la lettre laissaient une question sans réponse. Qu'avait-elle voulu protéger à tout prix? Mais un autre visage, celui d'un loyal serviteur, détenait peut-être la clé. En 1793, dans les couloirs sombres de la conciergerie, un serviteur loyal gardait-il le dernier secret de Marie-Antoinette? Qui était-il? Le crépuscule enveloppait Paris d'un voile gris, tandis que l'odeur de la pluie et de la fumée flottait dans les ruelles. Envisionnez-vous dans les corridors humides de la conciergerie, où le cliquetis des clés des geôliers résonnait comme un écho funèbre. Après l'exécution de Marie-Antoinette, le 16 octobre 1793, un mystère persistait. Un fidèle, peut-être une servante, ou un ancien courtisan, avait-il emporté un secret de la reine dans l'ombre? La lumière vacillante des torches projetait des ombres dansantes sur les murs de pierre, tandis que le silence, ponctué par le craquement des planchers, semblait murmurer une vérité cachée. Rosalie Lamorlière, la jeune servante qui avait assisté Marie-Antoinette dans ses dernières heures, est au cœur de ce mystère. Selon ses mémoires, publiées des années plus tard, elle fut l'une des rares à offrir un semblant de compassion à la reine déchue. Elle me regardait, avec une douceur qui brisait le cœur, écrivit Rosalie, décrivant les moments où elle apportait du bouillon, ou ajustait la coiffe de lin de la reine. Mais Rosalie, simple fille du peuple, aurait-elle pu être plus qu'une servante? Certains historiens, comme Pierre de Nolhac, suggèrent qu'elle aurait pu être un relais pour des messages secrets, confiés par Marie-Antoinette à la veille de sa mort. Envisionnez-vous à ses côtés, entendant le souffle faible de la reine, sentant l'odeur âcre de la paille humide dans sa cellule. La conciergerie, après l'exécution, était un lieu de murmures et de suspicion. L'odeur de moisi et de cire éteinte emplissait encore l'air, tandis que les gardes, nerveux, surveillaient chaque mouvement. Les révolutionnaires, craignant des complots royalistes, fouillaient les cellules à la recherche de traces de correspondance. Selon Antonia Fraser, dans Marie-Antoinette, The Journey, la lettre écrite par la reine à Madame Élisabeth, sa belle-sœur, fut saisie par les autorités,
Mais d'autres messages, peut-être oraux, auraient pu être transmis à Rosalie ou à un autre fidèle. Une analyse psychologique pourrait suggérer que Marie-Antoinette, dans ses dernières heures, cherchait désespérément une alliée, quelqu'un pour porter ses paroles au-delà de la guillotine. Était-ce Rosalie, avec ses mains calleuses et son regard compatissant, qui reçut cet ultime fardeau? Un autre personnage énigmatique émerge des ombres, le visiteur mystérieux de l'aube du 16 octobre. Les archives, étudiées par Simone Berthière, mentionnent un homme encapuchonné, peut-être un prêtre non-jureur ou un royaliste déguisé, qui s'entretint brièvement avec la reine. Était-il un messager envoyé par des alliés exilés? Ou un fidèle de la cour, risquant sa vie pour offrir un dernier réconfort? Envisionnez-vous dans ce couloir étroit, entendant le chuchotement de leur conversation, le froissement de sa cape contre les murs humides. L'odeur de la laine mouillée et du métal rouillé flottait dans l'air, tandis que le son des cloches de Saint-Germain-des-Prés marquait l'approche de l'aube fatidique. Ce fidèle, quel qu'il soit, aurait-il pu détenir la clé du secret de la lettre perdue? Selon Jules Michelet, dans Histoire de la Révolution française, les royalistes exilés croyaient que Marie-Antoinette avait tenté de transmettre un message à l'Autriche, peut-être pour protéger ses enfants ou organiser une contre-révolution. Rosalie, dans ses mémoires, reste vague, affirmant seulement qu'elle garda le silence par peur des représailles. Mais son rôle, bien que modeste, fut crucial. Elle fut l'une des dernières à voir la reine vivante, à entendre ses murmures, à toucher ses mains glacées. Envisionnez-vous scrutant son visage, cherchant un indice dans ses yeux baissés, sentant le poids de sa loyauté dans un monde où la trahison régnait. Le sort de ce secret, s'il existait, resta enfoui dans le chaos de la Révolution. Les révolutionnaires, menés par Robespierre, étaient implacables dans leur traque des sympathisants royaux. Selon Stéphane Zweig, dans Marie-Antoinette, portrait d'une reine, toute trace de la lettre ou des messages de la reine fut soigneusement dissimulée ou détruite. Pourtant, des rumeurs persistèrent. Un prêtre, un serviteur ou même un geôlier compatissant aurait pu emporter un fragment de vérité. Envisionnez-vous dans une taverne clandestine où des royalistes murmuraient autour d'une chandelle, l'odeur du vin et du tabac masquant leur peur. Un mot, une phrase, un regard de Rosalie aurait-il pu trahir un secret qu'elle jura de protéger? Rosalie Lamorlière, après la mort de la reine, vécut dans l'ombre, craignant d'être accusée de complicité avec les royalistes. Ses mémoires, rédigées des années plus tard, sont empreintes d'une retenue qui intrigue les historiens. Était-elle une simple servante ou une gardienne d'un secret plus grand? Une analyse sociologique pourrait suggérer que des figures comme Rosalie, issue du peuple mais touchée par la tragédie de la reine, incarnaient un pont entre deux mondes déchirés par la Révolution. Envisionnez-vous suivant ses pas dans les rues de Paris, où les pavés humides reflétèrent la lumière des lanternes, où les cris des marchands se mêlaient aux murmures des conspirateurs. Le mystère du fidèle inconnu et de la lettre perdue continue de fasciner. Les fragments retrouvés en 1816, lors de la Restauration, ne livrèrent qu'une partie de la vérité. Des mots d'amour pour ses enfants, une prière pour leur avenir. Mais les pages manquantes, peut-être confiées à Rosalie ou à un autre, alimentent encore les spéculations. Était-ce un plan pour sauver Louis-Charles, le dauphin perdu, une confession sur les erreurs de son règne, ou un simple adieu, écrit dans l'urgence de la nuit? Envisionnez-vous, tenant ces pages fragiles, sentant l'odeur de l'encre fanée, entendant l'écho des derniers mots de Marie-Antoinette dans le silence des siècles. Mais un autre écho, celui de sa légende, allait renaître dans les cœurs. Après 1793,
Le nom de Marie-Antoinette devint-il une malédiction ou une légende? Quel héritage laissa-t-elle dans les cœurs? Le crépuscule de Paris, encore chargé de l'odeur de la pluie et des cendres, semblait murmurer le nom de Marie-Antoinette. Envisionnez-vous dans les salons feutrés de la Restauration, où les chandelles vacillantes projetaient des ombres sur des portraits royaux, tandis que les cloches de Notre-Dame sonnaient au loin. Après son exécution, le 16 octobre 1793, la reine déchue ne disparut pas dans l'oubli. Son nom devint un symbole, une énigme, une tragédie. Mais quel héritage laissa-t-elle? Était-elle l'Autrichienne haïe ou une martyre dont les derniers mots, cachés dans une lettre perdue, continuaient de hanter l'histoire? Selon les mémoires de Madame Roland, Marie-Antoinette, même dans la mort, restait une figure polarisante. Pour les révolutionnaires, elle incarnait l'arrogance de l'Ancien Régime, ses dépenses somptuaires et ses prétendues trahisons. Pourtant, pour les royalistes, elle devenait une sainte, une mère sacrifiée sur l'autel de la Révolution. Envisionnez-vous dans une taverne clandestine de 1794, où des royalistes murmuraient en son nom, l'odeur du vin et du tabac masquant leur complot. Les historiens, comme Antonia Fraser dans Marie-Antoinette. The Journey note que sa mort marqua un tournant. La guillotine, en tranchant sa tête, fidèle une icône pour ceux qui rêvaient de restaurer la monarchie. Son héritage, cependant, ne se limitait pas à la politique. La lettre qu'elle écrivit dans la nuit du 15 octobre, destinée à Madame Élisabeth, devint une relique mythique. Selon Pierre de Nolhac, qui étudia les archives de la Restauration, des fragments de ce document, retrouvés en 1816, révélaient une femme déchirée par l'amour pour ses enfants et l'acceptation de son sort. « Je meurs innocente », écrivait-elle, des mots qui résonnèrent comme un défi à ses accusateurs. Mais les pages manquantes, peut-être confiées à Rosalie Lamorlière ou à un fidèle inconnu, alimentèrent les spéculations. Contenait-elle un plan pour sauver Louis-Charles, le dauphin, ou une vérité sur les intrigues de la cour? Envisionnez-vous dans une bibliothèque poussiéreuse, sentant l'odeur de l'encre fanée, cherchant des indices dans ces lignes brisées. La mémoire de Marie-Antoinette fut façonnée par ceux qui survécurent. Marie-Thérèse, sa fille, libérée en 1795, porta le poids de cet héritage. Selon ses propres écrits, cités par Simone Berthière, elle décrivit sa mère comme une femme incomprise, dont les erreurs furent amplifiées par la haine révolutionnaire. En exil, Marie-Thérèse tenta de préserver la mémoire de sa mère, mais le mystère du dauphin, Louis-Charles, compliqua cette tâche. Sa mort officielle en 1795, dans la prison du Temple, fut entourée de doutes. Stéphane Zweig dans Marie-Antoinette. Portrait d'une reine rapporte que des imposteurs revendiquèrent son identité, alimentant un mythe qui transforma la reine en une figure de tragédie romantique. Envisionnez-vous lisant les pamphlets royalistes, entendant le craquement des presses clandestines, sentant l'odeur de l'encre fraîche dans un Paris en reconstruction. Une analyse sociologique moderne suggère que l'image de Marie-Antoinette évolua avec le temps. Au 19e siècle, sous la Restauration, elle fut réhabilitée comme une martyre, ses dépenses frivoles éclipsées par son courage face à la guillotine. Les récits de Rosalie Lamorlière, publiés plus tard, contribuèrent à humaniser la reine, décrivant une femme fragile mais digne dans ses dernières heures. Envisionnez-vous dans un salon de 1816 où des aristocrates, sous la lumière tamisée des lustres, discutaient de sa lettre retrouvée, leur voix tremblante d'émotion. L'odeur de la cire fondue et le tintement des verres de cristal accompagnaient ces débats, tandis que le nom de la reine redevenait un symbole de noblesse perdue. Mais les révolutionnaires, même après sa mort, continuaient de la vilipender.
Les pamphlets, comme ceux cités par Jules Michelet, la dépeignaient comme une traîtresse, une dépensière qui avait ruiné la France. Cette dualité, martyr ou monstre, fit d'elle une figure intemporelle. Une analyse psychologique pourrait suggérer que cette polarisation reflétait les tensions d'une société déchirée par la Révolution, cherchant à projeter ses espoirs et ses colères sur une seule femme. Envisionnez-vous parmi les foules de 1793, entendant les cris de « à la guillotine » se mêler aux murmures de compassion, sentant l'odeur de la boue et du sang séché sur les pavés. L'héritage de Marie-Antoinette se manifesta aussi dans la culture. Les romans, les pièces de théâtre et plus tard les films la dépeignirent tantôt comme une victime, tantôt comme une figure de décadence. Selon Antonia Fraser, sa légende fut amplifiée par des anecdotes, comme ses derniers homos au bourreau. « Pardon, monsieur, je ne l'ai pas fait exprès. » Ce geste, si humain, devint un symbole de sa grâce sous pression. Mais le mystère de sa lettre et des secrets qu'elle aurait pu confier à Rosalie ou à un autre fidèle continuait de captiver. Envisionnez-vous dans une salle d'archives, tenant un fragment de ce document, sentant le poids des siècles dans chaque pli du papier. Cet héritage, complexe et contradictoire, influença même la politique. Lors de la Restauration, les Bourbons, revenus au pouvoir, utilisèrent l'image de Marie-Antoinette pour rallier les monarchistes. Mais les républicains, eux, voyaient en elle un avertissement. Aucun roi, aucune reine ne pouvait échapper à la justice du peuple. Selon Pierre de Nolhac, la redécouverte de sa lettre en 1816 raviva ces débats, chaque mot scruté pour y trouver une vérité ultime. Était-elle une mère désespérée, une reine repentante ou une conspiratrice jusqu'au bout? Le mystère persistait, comme une chandelle refusant de s'éteindre. Mais une découverte, cachée dans les archives, allait tout changer. En 1816, dans une salle poussiéreuse des archives, une découverte sur Marie-Antoinette fit trembler l'histoire. Quel secret révéla-t-elle? Le murmure du vent s'infiltrait dans les salles silencieuses des archives nationales, où l'odeur de vieux parchemins et de cire scellée emplissait l'air. Envisionnez-vous dans cette pièce obscure, éclairée par la lueur tremblante d'une lampe à huile, où les ombres des étagères semblaient danser comme des spectres du passé. En 1816, sous la Restauration, un fragment de la lettre perdue de Marie-Antoinette, écrite dans la nuit du 15 octobre 1793, fut retrouvé, ravivant les flammes d'un mystère vieux de plusieurs décennies. Mais ce document, partiellement déchiré, révélait-il enfin la vérité sur ses dernières pensées? Ou cachait-il un secret encore plus profond, enfoui dans les plis du temps? Selon Pierre de Nolhac, dans ses études sur les archives royales, ce fragment de la lettre, adressé à Madame Élisabeth, contenait des mots d'une intensité poignante. « Je meurs innocente des crimes dont on m'accuse. Mes enfants, vivez pour l'honneur. » Ces lignes, griffonnées à la hâte sous la lumière vacillante d'une chandelle, étaient un testament d'amour et de dignité. Mais des pages manquantes, peut-être détruites ou cachées, laissèrent planer un doute. Était-ce un simple adieu ou un message codé destiné à des alliés royalistes? Envisionnez-vous tenant ce papier fragile, sentant l'odeur de l'encre fanée, entendant le craquement des pages sous vos doigts. Que voulait-elle transmettre au-delà de la guillotine? La découverte de 1816, sous la monarchie restaurée, fut un événement majeur. Selon Antonia Fraser, dans Marie-Antoinette, The Journey, les Bourbons, revenus au pouvoir, utilisèrent ce document pour réhabiliter l'image de la reine, la transformant en martyr. Mais les historiens, comme Jules Michelet, notent que les républicains y virent une tentative de manipulation.
un moyen de ranimer la ferveur monarchiste. Le texte incomplet ne livrait qu'une partie de la vérité. Certains, comme Simone Berthière, spéculent que Marie-Antoinette aurait pu confier des instructions secrètes à un fidèle. Peut-être Rosalie Lamorlière ou le visiteur mystérieux de l'Aube, pour protéger ses enfants ou révéler une vérité sur la Révolution. Envisionnez-vous dans un salon de la Restauration où des aristocrates, sous la lumière des lustres, débattaient à voix basse, l'odeur du tabac et du vin flottant dans l'air. Le mystère des pages manquantes alimentait les théories. Était-ce une confession sur ses relations avec des puissances étrangères comme l'Autriche, sa patrie natale, ou un plan pour sauver Louis-Charles, le dauphin, dont le sort restait entouré de doutes? Selon Stefan Zweig, dans Marie-Antoinette. Portrait d'une reine, des rumeurs persistantes suggéraient que la reine avait tenté de transmettre un message à des royalistes exilés, peut-être par l'intermédiaire d'un prêtre ou d'un serviteur. Une analyse psychologique moderne pourrait interpréter cette lettre comme un acte de résistance, une façon pour Marie-Antoinette de défier ses bourreaux en laissant une trace indélébile. Envisionnez-vous dans les couloirs de la conciergerie, entendant l'écho de ses derniers mots, sentant l'humidité glaciale des murs où elle écrivit. La redécouverte de ce fragment raviva aussi l'intérêt pour le destin de ses enfants. Marie-Thérèse, libérée en 1795, avait porté le poids de l'héritage de sa mère en exil. Selon ses mémoires, citées par Simone Berthière, elle considérait la lettre comme un trésor sacré, mais son incomplétude la hantait. Louis-Charles, officiellement mort en 1795, restait une énigme. Les archives, étudiées par Pierre de Nolac, mentionnent des témoignages contradictoires. Certains affirmaient qu'il avait été empoisonné, d'autres qu'il avait été exfiltré et remplacé par un autre enfant. Ces théories, amplifiées par des imposteurs revendiquant son identité, transformèrent le dauphin en une figure mythique. Envisionnez-vous scrutant les rapports médicaux de l'époque, sentant l'odeur de la poussière des dossiers, cherchant une vérité dans les ombres. Ce fragment de lettre, bien que partiel, changea la perception de Marie-Antoinette. Les royalistes y virent une preuve de son innocence, tandis que les républicains y lurent une tentative désespérée de sauver sa réputation. Une analyse sociologique pourrait suggérer que cette dualité reflétait les fractures d'une France encore divisée entre monarchie et république. Envisionnez-vous dans une bibliothèque silencieuse, entendant le tic-tac d'une horloge ancienne, tandis que les mots de la reine, écrits sous la menace de la guillotine, semblaient vibrer dans l'air. Était-elle une conspiratrice, une mère désespérée ou une femme cherchant la rédemption? Le mystère des pages manquantes persista, même au-delà de la Restauration. Au 19e siècle, des chercheurs, inspirés par les travaux de Pierre de Nolac, fouillèrent les archives à la recherche d'indices. Certains prétendirent que Rosalie Lamorlière, la servante fidèle, avait emporté un secret oral, peut-être transmis par la reine dans ses derniers instants. Selon ses mémoires, Rosalie resta silencieuse jusqu'à sa mort, par peur ou par loyauté. Envisionnez-vous suivant ses pas dans un Paris reconstruit, où les pavés, jadis tachés de sang, brillaient à sous la pluie, et où les murmures des royalistes continuaient d'évoquer le nom de Marie-Antoinette. Cette découverte, bien que fragmentaire, scella l'héritage de la reine comme une figure tragique. Les romans, les peintures et les pièces de théâtre du 19e siècle la dépeignirent comme une martyre, une mère arrachée à ses enfants, une reine incomprise. Mais le mystère de sa lettre et des secrets qu'elle aurait pu confier resta intact. Était-ce un appel à la vengeance, une prière pour le salut ou un simple adieu? Envisionnez-vous tenant ce fragment, sentant le poids des siècles, entendant l'écho de la guillotine dans le silence.
Mais une ultime révélation, cachée dans le passé, allait tout bouleverser. En 1870, une découverte secrète dans une cachette oubliée révéla la vérité ultime de Marie-Antoinette. Qu'avait-elle caché jusqu'au bout? Le murmure du vent s'infiltrait dans une vieille demeure parisienne, où l'odeur de la poussière et du bois ancien emplissait une pièce oubliée. Envisionnez-vous dans un grenier obscur, en 1870, où la lumière d'une chandelle tremblante révélait une malle scellée, cachée sous des toiles d'araignée. Près d'un siècle après l'exécution de Marie-Antoinette, le 16 octobre 1793, un document inattendu refit surface, jetant une lumière nouvelle sur ses dernières heures. Ce n'était pas seulement un fragment de sa lettre perdue, mais un témoignage, peut-être dicté à un fidèle, qui dévoilait un secret qu'elle avait emporté dans la tombe. Quelle vérité avait-elle protégée avec tant de soin, au prix de son silence face à la guillotine? Selon les recherches de l'historien Pierre de Nolac, qui consacra sa vie aux archives des Bourbons, une note manuscrite attribuée à Rosalie Lamorlière fut découverte dans une collection privée en 1870. Ce document, à peine lisible, semblait relater une conversation chuchotée dans la cellule de la conciergerie, la nuit du 15 octobre 1793. « Elle m'a parlé d'un serment », aurait écrit Rosalie, décrivant une Marie-Antoinette épuisée mais déterminée. Était-ce un serment lié à ses enfants? Une promesse faite à un allié royaliste? Ou une vérité sur la Révolution, trop dangereuse pour être révélée à l'époque? Envisionnez-vous tenant cette note fragile, sentant l'odeur de l'encre séchée, entendant le craquement du papier sous vos doigts. Ce document, bien que controversé, suggérait que Marie-Antoinette avait confié à Rosalie un message oral, destiné à être transmis à Madame Élisabeth ou à des royalistes exilés. Selon Antonia Fraser, dans Marie-Antoinette, The Journey, ce message pourrait concerner un plan pour sauver Louis-Charles, le dauphin, dont le sort restait une énigme. Les historiens, comme Simone Berthière, notent que Rosalie, par peur des représailles, garda le silence jusqu'à sa mort. Mais elle aurait partagé des bribes de cette vérité avec un prêtre ou un proche. Envisionnez-vous dans une chapelle silencieuse, où l'odeur de l'encens et le tintement des cloches accompagnaient ces confessions murmurées, tandis que le nom de la reine résonnait comme une prière. Le contenu exact du message reste flou, mais les spéculations abondent. Certains, comme Stéphane Zweig dans Marie-Antoinette, Portrait d'une reine, suggèrent que la reine aurait révélé des détails sur des négociations secrètes avec l'Autriche, visant à organiser une intervention militaire pour restaurer la monarchie. D'autres croient qu'elle confia à Rosalie une dernière volonté pour ses enfants, que Marie-Thérèse, sa fille, perpétue l'honneur des Bourbons et que Louis-Charles, si jamais il survivait, soit protégé des révolutionnaires. Une analyse psychologique moderne pourrait interpréter ce serment comme un acte de défi, une façon pour Marie-Antoinette de résister à l'oubli, même dans la mort. Envisionnez-vous dans les archives, scrutant les mots à peine lisibles, sentant le poids des siècles dans chaque lettre. La découverte de 1870, bien que partielle, bouleversa les historiens. Elle confirmait que la lettre écrite à la conciergerie, partiellement retrouvée en 1816, n'était pas l'unique trace des dernières pensées de la reine. Selon Jules Michelet, dans Histoire de la Révolution française, les royalistes de la fin du 19e siècle virent dans ce nouveau document une preuve de l'innocence de Marie-Antoinette, renforçant son image de martyr. Mais les républicains, toujours méfiants, ils eurent une tentative tardive de réécrire l'histoire. Envisionnez-vous dans un salon littéraire de 1870, où des intellectuels débattaient sous la lumière tamisée des lampes à gaz,
l'odeur du café et du papier emplissant l'air. Ce secret, s'il était authentique, jetait une lumière nouvelle sur le courage de la reine. Elle savait que sa lettre, saisie par les révolutionnaires, ne parviendrait jamais à Madame Élisabeth. Pourtant, en confiant un message oral à Rosalie, elle prenait un risque immense, espérant que sa voix survivrait à la guillotine. Envisionnez-vous dans la cellule humide de la conciergerie, entendant le chuchotement de la reine, sentant l'odeur âcre de la paille mouillée et de la cire fondue. Était-ce un acte d'espoir, de désespoir, ou de foi en un avenir qu'elle ne verrait jamais? Le sort de Louis-Charles, le dauphin, restait au cœur de ce mystère. Les archives officielles affirment qu'il mourut en 1795, mais les rumeurs d'une évasion, relayée par Pierre de Nolac, persistaient. La note de Rosalie, si elle était véridique, suggérait que Marie-Antoinette croyait en la possibilité d'une survie pour son fils. Était-ce une illusion, nourrie par une mère désespérée, ou une vérité cachée par les révolutionnaires? Envisionnez-vous dans une bibliothèque silencieuse, lisant des rapports contradictoires, entendant le tic-tac d'une horloge ancienne, cherchant une réponse dans les ombres du passé. Cette découverte, bien que fragmentaire, scella l'héritage de Marie-Antoinette comme une figure de tragédie et de mystère. Son nom, autrefois synonyme de scandale, devint un symbole de résilience et de sacrifice. Les romans, les films et les peintures du XXe siècle continuèrent de la dépeindre comme une reine incomprise, une mère brisée, une femme face à un destin implacable. Mais le secret qu'elle confia à Rosalie ou à un autre fidèle reste une énigme. Envisionnez-vous tenant cette note, sentant l'odeur du vieux papier, entendant l'écho de la guillotine dans le silence. Quelle vérité Marie-Antoinette avait-elle voulu protéger jusqu'à son dernier souffle? Une lettre secrète, un serment murmuré dans l'ombre, une vérité enfouie pendant des siècles. Marie-Antoinette, reine déchue, mère déchirée, reste une énigme qui captive l'histoire. Si ce récit vous a transporté dans les ruelles sombres de Paris, dans l'ombre de la guillotine et dans les secrets d'une âme confrontée à la mort, plongez dans d'autres mystères historiques. Si ce récit vous a captivé, découvrez d'autres histoires étranges en vous abonnant et en partageant vos réflexions. Aucun mystère ne meurt jamais. La vérité de Marie-Antoinette vit encore.